Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov reçoit Olivier Pierasantini, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, qui a fondé en 2001 un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises et qui présente son livre « Comment l'oligarchie manipule l'opinion, le mirage mondialiste » et c'est aux éditions Max Chalel. Oui, aux éditions de Paris, absolument. Alors Olivier Pierasantini, moi j'ai commencé à lire, au début j'ai regardé la couverture, avec, je la montre d'ailleurs, avec cet homme en écran de télévision, la tête en écran de télévision, et le globe. Et je me suis dit, ça y est, ça va être encore du complotisme. Sauf que vous savez très bien, auditeur de Sud Radio, qu'aujourd'hui, le mot complotisme a simplement remplacé le mot extrémisme, réactionnaire. Comme la réduction à l'Hitlérum, ça marche plus, comme facho, tout ça, ça marche plus du tout. Eh ben, on a inventé complotiste. Laissons ça de côté, c'est de l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Pierasantini s'y connaît et drôlement en économie et en finance. Il a travaillé dans la banque et dans l'audit financier. Et puis là, il a écrit déjà des livres sur le mondialisme totalitaire. Et là, en fait, Olivier Pierasantini, vous dites, on parle des médias, mais on ne parle pas que des médias. Je pars de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ce week-end, on a reçu, on a lu des rapports tout à fait fascinants sur la manière dont la Chine, pour ne parler que d'elle, s'est répandue et a placé des hommes, et pas des 10, pas 20, mais des centaines de milliers. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants, bien sûr, dans les sphères politiques, économiques, financières et autres, d'organismes internationaux et même d'organismes nationaux. Vrai ou faux? Ah mais totalement vrai. Vous savez, la Chine est entrée à l'OMC en 2001. L'Organisation mondiale du commerce. Et à l'époque, Bill Clinton avait salué ça comme un progrès qui allait amener la Chine... C'était en 2001. 2001, ça, 20 oui. ans, quoi. 20 ans. Bon, ouais. Qui allait amener la Chine à rejoindre la communauté internationale et à se fondre dans l'esprit libéral et autres. Et puis, il expliquait que ça allait être aussi profitable pour les États-Unis et les pays occidentaux, parce que ça allait être un réservoir de consommateurs et autres, enfin blabla, bien tout sûr. ce blabla. Bien. Il y a quelques mois, qu'a dit M. Macron, interviewé sur la question? Il a dit, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est le monde qui a changé la Chine, ou est-ce que c'est la Chine qui change le monde? C'est pas un complotiste qui a dit ça. Paraît-il, pas soi-disant, c'est Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que le fameux projet mondialiste sur le volet, au moins de l'intégration de la Chine, qui est quand même quelque chose de considérable dans le projet mondialiste, justement, et dans le commerce international, fait un aveu d'échec. Bien. Et comme vous le dites, la Chine métastase toutes les institutions internationales. Je pourrais vous citer la main. Des exemples? Ah ben précis, hein. elle a carrément la main mise sur la Commission des droits de l'homme de l'ONU, c'est quand même extraordinaire, hein, là c'est le pompon, les affaires industrielles, tout ce qui concerne les télécommunications, c'est-à-dire toutes les commissions de l'ONU qui concernent ces éléments-là, sont aujourd'hui soit dirigées par un Chinois, soit il y a une très forte présence. Quant à l'OMS est dirigée par un Éthiopien. L'Organisation mondiale de la santé, oui, voilà. On a beaucoup parlé en ce moment. Dont on a beaucoup parlé, et dont le rôle a été particulièrement controversé, n'est-ce pas? Alors elle est dirigée par un Éthiopien, excusez-moi, je n'arrive jamais à retenir son nom. Oui, mais il faut savoir que l'Éthiopie est, je mets des guillemets, une colonie chinoise. Parce que les Chinois, oui, les Chinois ont investi massivement en Éthiopie. Ils ont racheté des millions d'hectares de terre qu'ils cultivent et qui servent à préserver leurs approvisionnements futurs, puisque la Chine a toujours une crainte au niveau de son autosuffisance alimentaire. Donc, ce sont des millions d'hectares de terre que les Chinois ont achetés et qu'ils exploitent intensivement. Et pas seulement en Éthiopie, mais en Afrique, dans toute l'Afrique. Hein. En Afrique, mais alors l'Éthiopie, c'est vraiment leur base centrale. Et alors, ce dirigeant de l'OMS, qui est un ancien du Parti communiste, enfin marxiste, puisque l'Éthiopie a été gouvernée pendant très longtemps par un régime dictatorial marxiste, bon, il y a en plus une espèce de correspondance idéologique. Alors peut-être que tout ça nous aide à expliquer pourquoi, sur les débuts de la pandémie, nous avons eu quand même des atermoiements, on va dire. C'est la moindre qu'on puisse dire. Alors encore, on va dire qu'on est complotisme. Enfin, quand on observe certaines carences et qu'on voit de qui elles émanent, on est en droit de se poser des questions. C'est parti de Wuhan. L'OMS a mis 1 mois, 2 mois à expliquer et à parler de cela, on le sait. Mais moi, je voudrais revenir alors au fond du livre, et ça m'intéresse pour les auditeurs, ça intéresse nos auditeurs. Le projet mondialiste.
va essayer de le définir. Et on va essayer de le définir parce que souvent, il se passe quoi? Beaucoup de gens, et à mon avis, font une erreur maladroite en disant « Ah oui, la trilatérale, Bilderberg et compagnie ». Ça devient le test, vous savez, du complot mondial, etc. Bien sûr. Or, il y a, au-delà de ça, il faut vraiment pas s'arrêter à l'anecdote. Il y a effectivement un projet mondialiste où les gens pensent pareillement qu'il faut un gouvernement mondial pour tout le monde, quoi. Alors, c'est quoi le projet mondialiste? Alors, André, il y a deux choses, il y a deux termes, je pense qu'il faut bien les définir, il faut mettre les bons mots. Il y a la mondialisation. La mondialisation, elle existe, elle est factuelle. Oui, et elle n'est pas mauvaise, d'ailleurs. Elle n'est pas mauvaise, c'est un grand progrès. On voyage, on connaît mieux les peuples, on se sent plus proche des autres peuples. Vous voyez, quand, par exemple, ces enfants thaïlandais étaient enfermés dans une grotte pendant quelques jours, mes enfants priaient pour qu'on les sauve, vous voyez, donc on a une proximité, on se sent pas les ennemis des autres. Beaucoup de pauvres sont sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation. Bien sûr, donc il y a des aspects positifs, mais derrière la mondialisation, qui est un fait qu'on ne combat pas, qui n'est pas forcément souhaitable de combattre, il y a un projet mondialiste. Ce projet mondialiste, si vous voulez, c'est un projet de gouvernement mondial. Et ce projet de gouvernement mondial, il a été explicité par plusieurs personnalités. Pas des gens, je dirais, lambda. Monsieur David Rockefeller, qui l'avait expliqué dans les années 50. Monsieur Warburg, qui était le patron de la chaise Manhattan, qui a dit « Nous sommes pour un gouvernement mondial et ce gouvernement pourrait être dirigé par des banquiers, parce que les banquiers ne font pas pire, ne feront jamais pire que ce que font les politiques actuellement. » Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de la chaise Manhattan Bank. Bien, Monsieur Attali a écrit un livre qui s'appelle « Qui gouvernera le monde ?», dans lequel il explique qu'il est souhaitable d'aller vers un gouvernement mondial, parce que, je dirais, un certain nombre de problématiques actuelles, la criminalité, mais alors, le climat, etc. Je me fais, non pas l'avocat d'Attali ou de Warburg, mais après tout, est-ce qu'un gouvernement mondial... Et je pose la question à la personne qui justement a parlé du mirage mondialiste. Est-ce que ça ne résoudrait pas un certain nombre de problèmes? Alors écoutez, moi je vais vous expliquer. Cette histoire de gouvernement mondial, je vais vous dire deux choses. Ça s'inscrit dans un combat, mais qui est un combat feutré, caché, bien entendu, qui n'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. C'est un combat entre des multinationales, des banques, des GAFA, qui... depuis 20, 25, 30 ans, c'est-à-dire depuis l'ouverture des frontières suite à la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, s'enrichissent considérablement. Et sont plus fortes que les États. Et supplantent les États. C'est-à-dire que financièrement, aujourd'hui, vous avez par exemple la capitalisation boursière d'Amazon qui dépasse le montant du PIB de la Suisse. Vous voyez, je dis bien de la Suisse. Oui, pas d'un pays lambda, pas du Pakistan ou de la Suisse. Google, sa capitalisation boursière dépasse celle de la Belgique, donc de pays importants. Et alors, quand on vous dit ça, mais la Suisse, c'est peut-être 8 ou 10 millions de personnes, j'ai pas la population en tête. Amazon, c'est quelques centaines de milliers de salariés. Donc vous voyez l'accumulation des profits qui est liée à ça. Et les États se surendettent de plus en plus pour pallier aux méfaits de la mondialisation, qui sont par exemple la désindustrialisation, donc la perte des emplois, la perte des usines. Donc peu à peu, les États s'appauvrissent, les grands groupes s'enrichissent et tiennent les États en dépendance par la dette. Donc, sans vouloir parler de complot, il y a un rapport de force qui engendre nécessairement, et je dirais naturellement, une volonté de la part des nouveaux maîtres du monde, qui sont ceux qui ont l'argent, de s'emparer du pouvoir politique au service de leurs intérêts. Donc, je ne pense pas que ça ce soit souhaitable. Et deuxièmement, André, moi, pourquoi pas un parti politique qui se présente et qui dit, mais nous nous présentons dans le but de faire un gouvernement mondial. Oui, un parti mondialiste. Oui. Mais vous en avez vu un, vous, déjà ? Non, pas vraiment, non. Non, il ne se présente pas comme ça pour la bonne raison que les opinions publiques les rejetteraient. Pas très bien, ça passerait pas. Donc tout ça se fait en coulisses, en catimini, de façon feutrée, de façon insidieuse, d'un point de vue d'évolution politique, d'un point de vue d'évolution économique, d'un point de vue d'évolution culturelle et médiatique. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisque cela veut dire que nos souverainetés populaires et notre démocratie sont directement attaquées par ce système. En fait, si je comprends bien, c'est un peu... Enfin, le gouvernement mondialiste, c'est plus de frontières, circulation totale de tout, des hommes, des idées, du reste, etc. Et plus, quelque part, plus d'identité, c'est vraiment les anywhere et les somewhere dont parlait David Goodhart. Exactement, mais ça je l'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'identité, qu'est-ce qui se passe ? Je vais schématiser bien entendu, par rapport au temps qui nous est imparti.
des multinationales ont deux intérêts. Que le monde soit totalement ouvert, qu'il n'y ait pas de barrières douanières et réglementaires. Pourquoi ? Parce que leur intérêt, c'est de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire de vendre le même produit partout. Donc, qu'est-ce qui peut freiner ça ? Ce sont les nations avec les douanes, les réglementations différentes, qui les obligent à chaque fois à s'adapter. Ça représente des coûts. Et la deuxième chose, c'est évidemment la variété et la diversité des cultures. N'est-ce pas ? Qui fait que... C'est le plus important, d'ailleurs. C'est même le plus important, qui fait que, par exemple, nous, Français, on va toujours préférer manger notre bonne blanquette de veau, qui vient de l'éleveur du coin, etc. L'Italien, lui, va préférer sa bonne pizza napolitaine, etc. Et tout ça, ça freine des marques de pizza surgelées, par exemple, en Italie, où, évidemment, de la viande quasiment artificielle aux hormones. Et donc, il est bien évident qu'ils ont intérêt à créer une masse de consommateurs mondialisés. Si j'ose dire. Voilà. On va en reparler puisqu'on est presque à l'heure du déjeuner. Alors attention, que manger racine de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Manger français. Voilà. Après, on se retrouve tout de suite.